Bonsoir à tous, c'est moi qui suis votre lectrice de la soirée. Bienvenue sur D8, sur le canapé de voyage au bout de la nuit. Je suis ravie d'être avec vous pour la lecture, en tout cas la suite de Jacques le Fataliste de Denis Diderot, philosophe des Lumières. Parmi eux, il y avait Voltaire, il y avait... à chaque fois, j'oublie son nom, c'est quand même incroyable. Jean-Jacques Rousseau. Et puis Denis Diderot, donc, qui a plusieurs cordes à son arc, puisqu'il est à la fois romancier, philosophe, critique d'art, critique de littérature, dramaturge, conteur, enfin bref, plein de cordes à son arc. Il était doté d'un certain génie. En tout cas, c'est ce que j'ai lu plusieurs fois quand j'ai fait des recherches sur cet homme du XVIIIe siècle qui a éclairé plus d'un lecteur par ses écrits et ses débats philosophiques. Et c'est le cas ici dans Jacques le Fataliste. Nous avons plusieurs débats, plusieurs dialogues entre Jacques et son maître. Ce sont les deux personnages principaux de cet écrit. Ils font, rassurez-vous, beaucoup de rencontres dans leurs différents voyages où on mêle un peu folie et réalisme et où on fait beaucoup de débats philosophiques, ce qui était évidemment dans l'actualité du 18e. Je reprends donc cette lecture, hashtag VBN, j'attends vos réactions aussi, mais votre attention un peu quand même pour la lecture. À tout de suite. Un jour, les espions rapportèrent au major qu'il y avait eu une contestation fort vive entre le commandant et le paysan. Qu'ensuite, ils étaient sortis, le paysan marchant le premier, le commandant ne le suivant qu'à regret, et qu'ils étaient entrés chez un banquier de la ville où ils étaient encore. On apprit dans la suite que, n'espérant plus de se revoir, ils avaient résolu de se battre à toute outrance, et que, sensibles au devoir de la plus tendre amitié, au moment même de la férocité la plus inouïe, mon capitaine qui était riche, comme je vous l'ai dit, avait exigé de son camarade qu'il acceptât une lettre de change de 24 000 livres, qui lui assura de quoi vivre chez l'étranger, au cas qu'il fût tué. Celui-ci protestant qu'il ne se battrait point sans ce préalable, l'autre répondant à cette offre « Est-ce que tu crois, mon ami, que si je te tue, je te survivrai ?» « J'espère, monsieur, que vous ne me condamnerez pas à finir notre voyage sur ce bizarre animal. » Ils sortaient de chez le banquier et ils s'acheminaient vers les portes de la ville lorsqu'ils se virent entourés du major et de quelques officiers, quoique cette rencontre eût l'air d'un incident fortuit. Nos deux amis, nos deux ennemis, comme il vous plaira de les appeler, ne s'y méprirent pas. Le paysan se laissa reconnaître pour ce qu'il était. On alla passer la nuit dans une maison écartée. Et le lendemain, dès la pointe du jour, mon capitaine, après avoir embrassé plusieurs fois son camarade, s'en sépara pour ne plus le revoir. À peine fut-il arrivé dans son pays qu'il mourut. Et qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il était mort? Et ce cercueil? Et ce carrosse? L'histoire de son camarade est une belle ligne du grand rouleau, ou de ce qui est écrit là-haut, j'espère. Vous allez prendre l'histoire du capitaine de Jacques pour un conte, et vous aurez tort. Je proteste que, tel qu'il l'a raconté à son maître, tel fut le récit que j'en avais entendu faire aux Invalides, je ne sais en quelle année, le jour de Saint-Louis, à table, chez un monsieur de Saint-Étienne, major de l'hôtel et l'historien qui parlait en présence de plusieurs autres officiers de la maison, qui avaient connaissance du fait, était un personnage grave, qui n'avait point du tout l'air d'un badin. Je vous le répète donc, pour ce moment et pour la suite, soyez circonspects si vous ne voulez pas prendre dans cet entretien de Jacques et de son maître le vrai pour le faux pour le vrai. Vous voilà bien avertis, et je m'en lave les mains. Voilà, me direz-vous, deux hommes bien extraordinaires. Et c'est là ce qui vous met en défiance. Premièrement, la nature est si variée, surtout dans les instincts et les caractères, qu'il n'y a rien de si bizarre dans l'imagination d'un poète, dont l'expérience et l'observation ne vous offrissent le modèle dans la nature. Moi qui vous parle, j'ai rencontré le pendant du médecin malgré lui, que j'avais regardé jusque-là comme la plus folle et la plus gaie des fictions. Quoi ?
le pendant du mari à qui sa femme se dit « J'ai 3 enfants sur les bras » et qui lui répond « Mets-les à terre ». Il me demande du pain, donne-leur le fouet, précisément. Voici son entretien avec ma femme. Vous voilà, monsieur Gousse ? Non, madame, je ne suis pas un autre. D'où venez-vous ? D'où j'étais allé. Et qu'avez-vous fait là ? J'ai raccommodé un moulin qui allait mal. À qui appartenait ce moulin ? Je n'en sais rien, je n'étais pas allé pour raccommoder le meunier. Vous êtes fort bien vêtu contre votre usage. Pourquoi sous cet habit qui est très propre, une chemise sale ? C'est que je n'en ai qu'une. Et pourquoi n'en avez-vous qu'une ? C'est que je n'ai qu'un corps à la fois. Mon mari n'y est pas, mais cela ne vous empêchera pas de dîner ici. Non, puisque je lui ai confié ni mon estomac, ni mon appétit. Comment se porte votre femme ? Comme il lui plaît, c'est son affaire. Et vos enfants ? À merveille. Et celui qui a de si beaux yeux, un si bel embonpoint, une si belle peau, beaucoup mieux que les autres. Il est mort. Leur apprenez-vous quelque chose ? Non, madame. Quoi ? Ni à lire, ni à écrire, ni le catéchisme. Ni à lire, ni à écrire, ni le catéchisme. Et pourquoi cela ? C'est qu'on m'a rien appris, moi, et que je n'en suis pas plus ignorant. S'ils ont de l'esprit, ils feront comme moi. Ils seront sots. Ce que je leur apprendrai ne les rendrait que plus sots. Si vous rencontrez jamais cet original, il n'est pas nécessaire de le connaître pour l'aborder. Entraînez-le dans un cabaret, dites-lui votre affaire, proposez-lui de vous suivre à 20 lieues, il vous suivra. Après l'avoir employé, renvoyez-le sans un sou, il s'en retournera satisfait. Avez-vous entendu parler d'un certain Prémonval qui donnait à Paris des leçons publiques de mathématiques ? C'était son ami, mais Jacques et son maître se sont peut-être rejoints. Voulez-vous que nous allions à eux ou rester avec moi ? Gousse et Prémonval tenaient ensemble l'école. Parmi les élèves qui s'y rendaient en foule, il y avait une jeune fille appelée Mademoiselle Pigeon. La fille de cet habile artiste qui a construit ces 2 beaux planisphères qu'on a transportés du jardin du roi dans les salles de l'Académie des sciences. Mademoiselle Pigeon était là. Elle allait là tous les matins avec son portefeuille sous le bras et son étui de mathématiques dans son manchon. Un des professeurs, Prémonval, devint amoureux de son écolière et tout à travers des propositions sur les solides inscrits et à la sphère, il eut un enfant de fait. Le père Pigeon n'était pas homme à entendre patiemment la vérité de ce corollaire. La situation des amants devient embarrassante. Ils en confèrent, mais n'ayant rien, mais alors rien du tout, quel pouvait être le résultat de leur délibération ? Ils appellent à leur secours l'ami Gousse. Celui-ci, sans mot dire, vend tout ce qu'il possède, linge, habits, machines, meubles, livres, fait une somme, jette les 2 amoureux dans une chaise de poste, les accompagne à franc étrier jusqu'aux Alpes. Là, il vide sa bourse du peu d'argent qui lui restait, le leur donne, les embrasse, leur souhaite un bon voyage et s'en revient à pied, demandant l'aumône jusqu'à Lyon, où il gagna à peindre les parois d'un cloître de moines, de quoi revenir à Paris sans mendier. Cela est très beau, assurément. Et d'après cette action héroïque, vous croyez à Gousse un grand fond de morale ? Eh bien, détrompez-vous. Il n'en avait pas plus qu'il y en a dans la tête d'un brochet. Cela est impossible. Cela est. Je l'avais occupé. Je lui donne un mandat de 80 livres sur mes commettants. La somme était écrite en chiffres. Que fait-il ? Il ajoute un 0 et se fait payer 800 livres. Ah, l'horreur ! Il n'est pas plus malhonnête quand il me vole qu'honnête quand il se dépouille pour un ami. C'est un original, sans principe. Ces 80 francs ne lui suffisaient pas. Avec un trait de plume, il s'en procurait 800 dont il avait besoin. Et les livres précieux dont il me fait présent. Qu'est-ce que ces livres ? Mais Jacques et son maître, mais les amours de Jacques. Ah, lecteur, la patience avec laquelle vous m'écoutez me prouve le peu d'intérêt que vous prenez à mes 2 personnages. Et je suis tentée de les laisser où ils sont. J'avais besoin d'un livre précieux, il me l'apporte. Quelque temps après, j'ai besoin d'un autre livre précieux,
Il me l'apporte encore. Je veux les payer, il refuse le prix. J'ai besoin d'un troisième livre précieux. Pour celui-ci, dit-il, vous ne l'aurez pas, vous avez parlé trop tard. Mon docteur de Sorbonne est mort. Et qu'a de commun la mort de votre docteur de Sorbonne avec le livre que je désire? Est-ce que vous avez pris les deux autres dans sa bibliothèque? Assurément, sans son aveu. Et qu'en avais-je besoin pour exercer une justice distributive? Je n'ai fait que déplacer ces livres pour le mieux, en les transférant d'un endroit où ils étaient inutiles dans un autre où l'on en ferait un bon usage. Et prononcer après cela sur l'allure des hommes. Mais c'est l'histoire de Gousse avec sa femme qui est excellente. Je vous entends, vous en avez assez, et votre avis serait que nous allions rejoindre nos deux voyageurs. Lecteur, vous me traitez comme un automate. Cela n'est pas poli. Dites les amours de Jacques, ne dites pas les amours de Jacques. Je veux que vous me parliez de l'histoire de Gousse. J'en ai assez. Il faut sans doute que j'aille quelquefois à votre fantaisie. Mais il faut que j'aille quelquefois à la mienne. Sans compter que tout auditeur qui me permet de commencer un récit s'engage d'en entendre la fin. Je vous ai dit premièrement. Or, dire un premièrement, c'est annoncer au moins un secondement. Secondement, donc, écoutez-moi, ne m'écoutez pas, je parlerai tout seul. Le capitaine de Jacques et son camarade pouvaient être tourmentés d'une jalousie violente et secrète. C'est un sentiment que l'amitié n'était pas toujours rien de si difficile à pardonner que le mérite. N'appréhendait-il pas un passe-droit qui les aurait également offensés tous deux? Sans s'en douter, il cherchait d'avance à se délivrer d'un concurrent dangereux. Il se tâtait pour l'occasion à venir. Mais comment avoir cette idée de celui qui cède si généreusement son commandement de place à son ami indulgent? Il le cède, il est vrai, mais s'il en eût été privé, peut-être l'eût-il revendiqué à la pointe de l'épée? Un passe-droit entre les militaires, s'il n'honore pas celui qui en profite, déshonore son rival. Mais laissons tout cela et disons que c'était leur coin de folie. Est-ce que chacun n'a pas le sien? Celui de nos deux officiers fut pendant plusieurs siècles celui de toute l'Europe. On l'appelait l'esprit de chevalerie. Toute cette multitude brillante, armée de pied en cap, décorée de diverses livrées d'amour, caracolant sur des pales froids, la lance au poing, la visière haute ou baissée, se regardant fièrement, se mesurant de l'œil, se menaçant, se renversant sur la poussière, jonchant l'espace d'un vaste tournoi des éclats d'armes brisés, n'étaient que des amis jaloux du mérite en vogue. Ces amis, au moment où ils tenaient leur lance en arrêt, chacun à l'extrémité de la carrière, et qu'ils avaient pressé de l'aiguillon les flancs de leurs coursiers, devenaient les plus terribles ennemis. Ils fondaient les uns sur les autres avec la même fureur qu'ils auraient portée sur un champ de bataille. Eh bien, nos deux officiers n'étaient que deux paladins. Suivez les inclinations des hommes et vous en remarquerez qui semblent être venus au monde trop tard. Ils sont d'un autre siècle. Et qu'est-ce qui empêcherait de croire que nos deux militaires avaient été engagés dans ces combats journaliers et périlleux par le seul désir de trouver le côté faible de son rival et d'obtenir la supériorité sur lui? Les duels se répètent dans la société sous toutes sortes de formes, entre des prêtres, entre des magistrats, entre des littérateurs, entre des philosophes. Chaque État a sa lance et ses chevaliers, et nos assemblées les plus respectables, les plus amusantes, ne sont que de petits tournois où, quelquefois, on porte des livrées de l'amour dans le fond de son cœur, sinon sur l'épaule. Plus il y a d'assistants, plus la joute est vive. La présence des femmes y pousse la chaleur, et l'opiniâtreté à toute outrance, et la honte d'avoir succombé devant, elle ne s'oublie guère. Et Jacques avait franchi les portes de la ville, traversé les rues aux acclimations des enfants et atteint l'extrémité du faubourg opposé où, son cheval s'élançant dans une petite porte basse,
Il y eut, entre le linteau de cette porte et la tête de Jacques, un choc terrible dans lequel il fallait que le linteau fût déplacé. Ou Jacques renversé en arrière. Ce fut, comme on pense bien, le dernier qui arriva. Jacques tomba, la tête fendue et sans connaissance. On le ramasse, on le rappelle à la vie avec des eaux spiritueuses, et je crois même qu'il fut saigné par le maître de la maison. Cet homme était donc chirurgien? Non. Cependant, son maître était arrivé à demander de ses nouvelles à tous ceux qu'il rencontrait. N'auriez-vous point aperçu un grand homme sec monté sur un cheval pie? Il vient de passer. Il allait comme si le diable l'eût emporté. Il doit être arrivé chez son maître. Et qui est son maître? Le bourreau. Le bourreau, oui, car ce cheval est le sien. Où demeure le bourreau? Assez loin, mais ne vous donnez pas la peine d'y aller. Voilà ces gens qui vous apportent apparemment l'homme sec que vous demandez et que nous avons pris pour un de ses valets. Et qu'est-ce qui parlait ainsi avec le maître de Jacques? C'était un aubergiste, à la porte duquel il s'était arrêté. Il n'avait pas à se tromper, il était court et gros comme un tonneau, en chemise retroussée jusqu'au coude, avec un bonnet de coton sur la tête, un tablier de cuisine autour de lui et un grand couteau à son côté. « Vite, vite, un lit pour ce malheureux !» lui dit le maître de Jacques. « Un chirurgien, un médecin, un apothicaire !» Cependant, on avait déposé Jacques à ses pieds, le front couvert d'une épaisse et énorme compresse et les yeux fermés. « Jacques, Jacques, est-ce vous, mon maître? Oui, c'est moi, regarde-moi donc. Je ne saurais. Mais qu'est-ce donc qu'il t'est arrivé? Ah, le cheval, le maudit cheval. Je vous dirai tout cela demain si je ne meurs pas pendant la nuit. » Tandis qu'on le transportait et qu'on le montait à sa chambre, le maître dirigeait la marche et criait « Prenez garde, allez doucement, doucement, mordieu, vous allez le blesser. Toi qui le tiens par les jambes, tourne-toi. Toi qui lui tiens la tête, tourne à gauche. » Et Jacques disait à voix basse « Il était donc écrit là-haut. » À peine Jacques fut-il couché qu'il s'endormit profondément. Son maître passa la nuit à son chevet, lui tâtant le pouls et humectant sans cesse sa compresse avec de l'eau vulnéraire. Jacques le surprit à son réveil dans cette fonction et lui dit « Que faites-vous là? Je te veille. Tu es mon serviteur quand je suis malade ou bien portant, mais je suis le tien quand tu te portes mal. Je suis bien à l'aise de savoir que vous êtes humain. Ce n'est pas trop la qualité des maîtres envers leurs valets. Comment va la tête? Aussi bien que la solive contre laquelle elle a lutté. Prends ce drap entre tes dents et secoue, fort. Qu'as-tu senti? Rien. La cruche me paraît sans fêlure. Tant mieux. Tu veux te lever, je crois. Et que voulez-vous que je fasse? Je veux que tu te reposes. Mon avis à moi est que nous déjeunions et que nous partions. Et le cheval? Je l'ai laissé chez son maître. Honnête homme, galant homme, qu'il a repris pour ce qu'il nous l'a vendu. Et cet honnête homme, ce galant homme, sais-tu qui il est? Non. Je te le dirai quand nous serons en route. Et pourquoi pas à présent? Quel mystère y a-t-il à cela? Mystère ou non, quelle nécessité y a-t-il de te la prendre dans ce moment ou dans un autre? Aucune, mais il te faut un cheval. L'hôte de cette auberge ne demeurera peut-être pas mieux que de nous céder un des siens. Dors encore un moment et je vais voir à cela. Le maître de Jacques descend, ordonne le déjeuner, achète un cheval, remonte et trouve Jacques habillé. Ils ont déjeuné et les voilà partis. Jacques protestant qu'il était malhonnête de s'en aller sans avoir fait une visite de politesse au citoyen à la porte duquel il s'était presque assommé et qu'il avait si obligeamment secouru. Son maître, le tranquillisant sur sa délicatesse par l'assurance qu'il avait bien récompensé ses satellites qu'il avait apportés à l'auberge. Jacques, prétendant que l'argent donné aux serviteurs ne l'acquittait pas avec leur maître, que c'était ainsi que l'on inspirait aux hommes le regret et le dégoût de la bienfaisance, et que l'on se donnait à soi-même un air d'ingratitude. « Mon maître, j'entends tout ce que cet homme dit.
parce que je dirais de lui s'il était à ma place et moi à la sienne. Ils sortaient de la ville lorsqu'ils rencontrèrent un homme grand et vigoureux, le chapeau bordé sur la tête, l'habit galonné sur toutes les tailles, allant seul si vous en exceptez 2 grands chiens qui le précédaient. Jacques ne l'eut pas plutôt aperçu que descendre de cheval, s'écrier « C'est lui !» et se jeter à son cou. Fut l'affaire d'un instant. L'homme aux 2 chiens paraissait très embarrassé des caresses de Jacques, le repoussait gentiment et lui disait « Monsieur, vous me faites trop d'honneur. »« Et non, mais moi je vous dois la vie et je ne saurais trop vous en remercier. Vous ne savez pas qui je suis ? N'êtes-vous pas le citoyen officieux qui m'a secouru, qui m'a saigné, qui m'a pansé lorsque mon cheval... Il est vrai. N'êtes-vous pas le citoyen honnête qui a repris ce cheval pour le même prix qui me l'avait vendu ? Je le suis. » Et Jacques, de le rembrasser sur une joue et sur l'autre, et son maître de sourire, et les 2 chiens debout, le nez en l'air, et comme émerveillés d'une scène qu'ils voyaient pour la première fois. Jacques, après avoir ajouté à ses démonstrations de gratitude force révérence que son bienfaiteur ne lui rendait pas, et force souhait qu'on recevait froidement, remonte sur son cheval et dit à son maître « J'ai la plus profonde vénération pour cet homme que vous devez me faire connaître. » Et c'est ainsi que se termine notre chapitre et notre émission d'aujourd'hui avec Jacques le Fataliste de Denis Diderot. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à réagir, #VBN sur les réseaux sociaux. Et puis quant à moi, je vous attends sur mon blog Something About Victoria pour suivre toute mon actualité artistique, me parler, échanger et puis lire un peu tout ce dont je parle, que ce soit de la mode, lifestyle, voyage, artistique, divertissement. J'attends vos commentaires, vos réactions et vos messages. Merci à tous pour votre fidélité. J'embrasse également l'équipe de Voyage au bout de la nuit. À très vite sur ce canapé que vous aimez tant.